RCF, émission spéciale municipale. Bienvenue sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Avignon. Je reçois aujourd'hui la maire sortante, Cécile L. Cécile L, vous avez 50 ans depuis peu, vous êtes maire d'Avignon depuis 2014 et première vice-présidente du Grand Avignon. Vous avez aussi été députée du département de Vaucluse de 1997 à 2002. Avant d'être élu maire, vous étiez maître de conférence en géographie à l'Université d'Avignon et vous proposez aux Avignonnais d'élire votre liste que je qualifie de divers gauche, mais si ce n'est pas le cas, vous corrigerez vous-même, qui s'appelle Avignon, notre cœur, notre force. Et ainsi de faire un second mandat de maire pour encore 6 ans. A tout de suite. Bonjour Cécile L. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous incite à vous représenter pour un second mandat ? Je pense que j'ai fait le constat que la transformation d'une ville, elle s'inscrivait quand même dans la durée. Voilà. Donc c'est vrai que depuis 2014, j'ai essayé avec l'équipe d'élus qui m'accompagne d'impulser une nouvelle dynamique au sein de la ville d'Avignon, qui était importante pour moi, qui concerne à la fois le centre-ville, mais aussi l'ensemble des quartiers. Donc cette équité aussi dans l'intervention publique municipale, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et du coup, quand je me suis interrogée, au bout de 6 ans de mobilisation et pour faire avancer un certain nombre de projets et de politiques auxquels je croyais, je me suis posé la question de savoir et après. Et c'est là où je me suis dit, ça serait bien quand même d'essayer d'avoir un deuxième mandat pour transformer encore plus profondément Avignon et améliorer la vie des habitants. Vous considérez donc que ça vaut encore le coup de continuer. Alors, il faut vérifier qu'on a toujours la motivation, parce que pour le coup, être maire, c'est aussi une énergie qu'on développe tous les jours pour sa ville et pour les habitants. Et donc ça, je voulais être sûre que cette motivation, elle était toujours présente en moi. Alors c'est une très bonne transition pour ma seconde question, parce que j'allais vous dire que pour être motivé, les spécialistes disent qu'il faut en général 3 conditions. La première, c'est se sentir apte à faire le job. Bon, je pense que il n'y a pas de doute pour vous. La deuxième, c'est de penser que ça sert à quelque chose. Bon, si ça servait à rien, on serait pas dans les studios. Et la troisième, c'est que ça vous apporte personnellement quelque chose. Alors pas forcément un bénéfice pécuniaire, mais au moins un apport particulier. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement ? Je pense que c'est un épanouissement aussi personnel, il faut le dire, parce que voilà, quand vous êtes maire, c'est vraiment le mandat où vous êtes le plus en contact avec les citoyens. Et moi, c'est ce mandat-là qui vraiment m'intéressait. Voilà. Parce que moi, je fais de la politique pour être dans l'action et pour agir pour les autres, et notamment, en l'occurrence, depuis 2014, agir pour ma ville et pour les Avignonnaises et les Avignonnais. Et après, ce mandat que moi j'ai essayé de conduire dans la proximité et en étant toujours en contact et en rencontre avec eux, ça me nourrit aussi, voilà, comme j'ai toujours dit, ces rencontres, que ça soit avec des acteurs associatifs, avec des acteurs économiques, mais aussi avec des citoyens habitants, elles nourrissent à la fois ma réflexion et mon envie de continuer d'agir. Et votre envie donc d'être en relation avec les gens, si je comprends bien, c'est ça ? Si on n'aime pas les gens, il faut faire autre chose, là. Alors, durant ce mandat, quelles sont les 2 réussites dont vous êtes le plus fier ? Il y a d'abord la remunicipalisation des cantines scolaires. Voilà, ça, je pense. Et en quoi c'est important, ça ? C'est important sur le plan ça financier ou sur le plan qualitatif ? Des belles choses, c'est à la fois sur un plan financier, parce que en gérant directement en fait la fabrication des 6000 repas qui sont quotidiennement servis aux écoliers d'Avignon, on a économisé à peu près 500 à 600 000 euros qui avant allaient dans les poches d'un délégataire, c'est-à-dire d'une. Mais vous avez quand même dû embaucher des gens, non ? On a récupéré, en fait, entre guillemets, les gens qui travaillaient pour la société d'avant. En tout cas, si tel était leur souhait, ils ont été réintégrés et intégrés, du coup, dans les effectifs de la ville d'Avignon. Mais malgré ce, donc, nous avons pu économiser 500 à 600 000 euros. Mais au-delà de ça, ce que ça produit du point de vue, par exemple, de la qualité des repas qui sont proposés aux enfants, et notamment de l'amélioration gustative en introduisant de plus en plus de bio et de local. Aujourd'hui, on est à plus de 55% de produits bio et locaux qui sont utilisés pour confectionner ces repas, de ce que ça produit aussi dans le lien aux agriculteurs, et notamment aux agriculteurs de notre territoire, ou aux artisans boulangers, qui chaque jour, 5 artisans boulangers d'Avignon qui viennent comme ça quotidiennement livrer le pain. Toutes les salades qui sont proposées sur toute l'année aux enfants d'Avignon sont produites dans la ceinture verte Endurance. Et donc, quand on parle de circuit court, nous, non seulement on en a parlé, mais on l'a fait, on a agi
pour concrètement à la fois soutenir l'agriculture locale et améliorer les repas servis aux enfants et sans augmentation du prix des repas pour les parents. Et ça me paraît quelque chose d'essentiel. Et vous avez la certitude que les parents ont apprécié cette hausse de qualité? Je n'ai des retours que positifs. Il faut dire que le délégataire précédent avait beaucoup fait couler d'encre, notamment sur des repas qui n'étaient pas forcément en plus très bons, très équilibrés, etc., etc. Donc nous, on s'est inscrit vraiment à l'opposé de ça. Et puis, je le redis, sur ce que ça produit d'un point de vue humain, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui a pas de prix. Comme quand je suis allée planter des petits plants de courges à la pépinière d'entreprise avec les enfants de l'école Sainte-Catherine et qu'on est revenu quelques mois après pour ramasser ces courges et qu'ensuite ces courges, là aussi, elles sont transformées par une entreprise locale qui s'appelle Local en Bocal et qui est située à Agroparc et qui fournit ensuite les soupes qui sont proposées aux enfants. Ça. C'est sûr que c'est possible de le produire à partir du moment où on est acteur de son territoire et où on a envie de construire comme ça dans le local. Et en plus, on est en solidarité. On est en solidarité avec les agriculteurs, on est en solidarité avec des entreprises locales qui du coup sont en développement. Et surtout, on est en solidarité avec nos enfants parce qu'on les initie au bien manger dès le plus jeune âge. Et ça me paraît quelque chose de fondamental. Alors à part cette municipalisation des repas scolaires, de quelle autre réussite êtes-vous fière, Cécile L? Après, une politique municipale, c'est à la fois de la politique publique, donc confère la remunicipalisation des cantines scolaires que je viens d'évoquer, mais c'est aussi des projets pour justement transformer nos quartiers et notre ville. Et donc là, moi, il y a un projet que je voudrais évoquer, qui est la réouverture du stade nautique, qui est toute récente. Qui est route de Marseille. Route de Marseille, donc qu'on la fameuse piscine. Inaugurée, mi-décembre 2019, qui était fermée depuis 2010. Et donc, on avait une friche sportive à l'entrée d'une ville comme la nôtre, une ville de 93 000 habitants. Et c'est vrai que, du coup, il y avait plus de bassins plein air qui étaient proposés aux enfants et aux familles d'Avignon, notamment pendant l'été. Or, il y a beaucoup de familles avignonnaises qui, malheureusement, ne partent pas en vacances. Et donc, pour nous, c'était très important de pouvoir rendre cet équipement sportif. Et parce que les étés précédents, vous mettiez une piscine provisoire démontable, c'est ça? On avait investi dans une piscine provisoire qui était installée au parc Chico Mendes. Mais là, dès l'été 2020, du coup, le stade nautique sera ouvert en configuration estivale, donc avec 3 bassins, des plages qui ont été aménagées sur lesquelles on pourra jouer au volley ou au tennis de table, sur lesquelles on pourra aussi se prélasser, puisque la piscine doit aussi être un endroit où on peut passer des bons moments entre amis et en toute convivialité. Alors on sait que cette piscine, c'est un gros investissement, près de 14 millions d'euros, je crois. Par contre, ce qui inquiète un peu les Avignonnais, c'est les coûts de fonctionnement. Le chauffage, par exemple, des bassins qui sont à l'air libre. Est-ce que ce coût de fonctionnement est important? Est-ce que c'est... Déjà, ce type de bassin, donc qu'on appelle bassin nordique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en existe un peu partout en France, notamment à Lyon et à Strasbourg, où il fait encore plus froid en hiver que sur Avignon. Mais ce sont peut-être des villes plus riches que la nôtre. Oui, mais c'était important pour moi de dire aussi qu'elles sont situées plus au nord que Avignon, et donc a priori avec des températures hivernales qui sont plus marquées que celles qu'on observe dans notre ville. Après, le soir, il y a quand même une couverture qui vient se positionner sur l'eau pour justement amoindrir les échanges thermiques. Et puis sur ce qui était initialement les gradins, nous avons positionné des panneaux photovoltaïques. On va chercher aussi l'eau dans le sous-sol d'Avignon pour avoir aussi un chauffage naturel en fait de l'eau, et ce qui permet de couvrir à peu près 60% en fait des besoins énergétiques de cette piscine. Après, une piscine, c'est un choix, voilà. C'est sûr qu'il y a des villes aujourd'hui qui préfèrent fermer leur piscine municipale, confère la ville de Marseille par exemple. Moi, je crois au droit à nager aussi, que l'on doit à tous les enfants. Et donc, pour moi, c'est un plus que de pouvoir se dire que dorénavant, il y a une piscine municipale supplémentaire sur Avignon, qui est ce bassin olympique, qui en plus est aussi mis à disposition d'un de nos clubs sportifs un peu phares, qui est le Cercle des nageurs d'Avignon. Il y a déjà d'autres associations sportives qui viennent d'autres villes françaises qui nous ont contactés pour venir faire des stages et des entraînements. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi quelque chose dont on peut être particulièrement fier. Et puis, si j'observe sur les premières semaines la fréquentation de ce stade nautique, et y compris de ce bassin nordique, j'ai l'impression que ça répond à des attentes, parce qu'y compris, il y a un public nouveau
qui vient se baigner dans la journée et en soirée au stade nautique, et notamment un public senior, puisque nous avons fait le choix de mettre des tarifs préférentiels à la fois pour les jeunes, mais également pour les seniors avignonnais. Et alors, quel est votre plus grand regret ? Alors, parlons pas de remords, mais de regrets sur ce mandat. Y en a-t-il un ? Moi, j'aime pas trop regarder. Je suis pas quelqu'un de regret, quoi, parce que sinon, je pense qu'on n'avance pas. Voilà. Donc après, je pense que dans un mandat de maire, comme dans toute action qu'on peut conduire, y compris d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue d'engagement associatif, parfois, l'aventure n'est pas un long fleuve tranquille. Mais moi, je pense qu'en tout cas, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est au mieux, voilà, pour ma ville et pour les habitants. Alors vos opposants vous décrivent facilement comme quelqu'un d'autoritaire et pour ça ils s'appuient sur les défections qu'il y a eu dans votre équipe qui sont quand même significatives. Je pense à l'adjoint à la culture, à l'adjoint à l'environnement, à votre directeur de cabinet. À quoi sont dues ces défections ? Cécile, elle, est-elle vraiment quelqu'un de très autoritaire ? Écoutez, ça c'est souvent des reproches qui sont faits déjà plus souvent aux mères femmes qu'aux hommes quand ils sont mères déjà. Donc ça c'est la première des choses, parce que si j'entends ce qu'on dit sur Martine Aubry à Lille, sur Johanna Roland à Nantes, j'observe toujours un peu sur Anne Hidalgo à Paris, j'observe toujours un peu cette rengaine sur soi-disant les femmes qui seraient autoritaires. Non, après moi je pense que pour être mère, il faut être déterminé. Voilà. Après, il faut être capable de faire vivre son équipe. Et je pense que, certes, il y a eu quelques défections. Mais enfin, on était 40 au départ, on termine à 34, ce qui n'est quand même pas beaucoup de défections. Et donc ça fait partie de la vie d'un collectif. En même temps, ces défections, on les analyse jamais en se demandant si c'est pas ces personnes-là qui ne sont pas capables de construire du collectif. Moi, j'aimerais bien qu'on inverse peut-être la question. Parce que bien sûr qu'il y a le chef d'orchestre, et c'est important, ce chef d'orchestre, qu'il puisse faire vivre son équipe, mais aller interroger les élus qui sont restés jusqu'au bout avec moi et qui vont continuer l'aventure en étant mes colistiers dans cette élection municipale. Je crois pas qu'ils aient souffert de quelque autorité que ce soit, et au contraire, je pense qu'ils sont très fiers d'avoir été dans une construction, une aventure collective. C'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. On s'arrête quelques secondes et puis on reprend sur un sujet qui intéresse beaucoup les Avignonnais en ce moment et qui alimente de manière récurrente leur conversation. À tout de suite. À tout de suite. RCF, émission spéciale, élection municipale. Alors vous avez sûrement deviné qu'il s'agissait de la circulation, puisqu'on en parle beaucoup. La circulation est devenue un peu plus difficile pour les voitures, surtout ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Vos opposants, là encore, vous en attribuent la responsabilité liée au couloir de bus, liée au nouveau plan de circulation intramuros. Est-ce que cette circulation est appelée à s'améliorer ? Est-ce que vous comptez prendre des mesures ou laisser aller le rythme comme il est aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Parce que les couloirs de bus, ça, c'est de la compétence du Grand Avignon. Donc, je pense qu'il a échappé à personne que moi, pendant 6 ans, je n'ai pas été présidente du Grand Avignon. Donc, ça, c'est la première des choses. Vous étiez d'ailleurs contre le tram aussi, je crois. Le Grand Avignon a fait le choix de développer du transport en commun avec ce qu'on appelle des voies qui sont dédiées à ce transport en commun, c'est-à-dire du transport en commun au site propre, que ça soit au niveau des bus, les Chronop qui vont être inaugurés dans quelques jours, ou que ça soit au niveau du tram qui est en service depuis la mi-octobre 2019. Vous avez soutenu le projet des Chronop. Je suis sur du bus à haut niveau de service, c'est encore autre chose que les Chronop, parce que les Chronop, ils n'ont pas une voie dédiée sur l'ensemble de leur parcours, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Par contre, ce que je voulais simplement souligner, moi je pense que de faire du transport en commun qui a voie dédiée, c'est une bonne chose. Toutes les agglomérations aujourd'hui en France sont passées à ces dispositions-là, notamment pour rendre attractifs ces transports en commun et pour que les habitants modifient leur comportement, sachant que ça ne se pose pas qu'à l'échelle de la ville d'Avignon, mais bien à l'échelle de l'agglomération. Parce que les voitures qui arrivent chaque matin dans notre ville viennent beaucoup des communes périphériques. Sauf que quand vous décidez que dorénavant une voie est attribuée aux bus et aux tramways, si vous ne faites pas diminuer le flux de voitures qui arrive chaque matin et qui repart chaque soir de votre ville, automatiquement, ça coince. Bien sûr. Donc, il y a nécessité d'anticiper, en principe, sur ce type de disposition et de faire des parkings relais en amont et en entrée d'agglomération pour capter les voitures, ce qui n'a pas été fait. Nous sommes très en retard sur la réalisation de ces parkings relais. Donc moi, aujourd'hui, ce que je porte, c'est qu'il y a une urgence à ce qu'il se réalise, y compris le parking relais qui devait être fait à Saint-Chamand et dont l'ouverture devait être concomitante avec le tram. Il n'a pas été réalisé et il est en retard de 2 ans.
dans sa construction. Là, c'est un projet que vous allez relancer si vous êtes élu, le parking à Saint-Chamond. De toute façon, ces parkings relais, aujourd'hui, ils sont une impérieuse nécessité, parce que sinon... C'est la solution pour désengorger la circulation. En tout cas, c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions. Voilà. Après, il faut développer le covoiturage aussi, parce que je pense qu'il a échappé à personne que quand on rentre tous les matins aussi et qu'on est sur les principaux axes d'entrée de la ville d'Avignon, on constate qu'il y a quand même beaucoup de voitures où il n'y a qu'une seule personne à l'intérieur. Donc là aussi, se dire que si je pars du même point et que je vais travailler à un même endroit, peut-être que je peux m'entendre pour finalement faire le trajet en voiture individuelle, mais du coup avec un collègue de travail ou avec un voisin. Inciter le covoiturage, c'est quand même pas facile. Enfin, moi, je viens vous l'avez rappelé, avant d'être maire, j'étais à l'université d'Avignon. À l'échelle d'un pôle d'emploi comme celui-là, il suffit sur un site internet de mettre en place une petite application et vous savez, ça se fait assez vite. Oui, et en plus, ça coûte pas cher comme mesure, vous voyez. Non, mais il y a des moyens, on peut mettre les moyens en place. Par contre, de là à convaincre les gens d'y adhérer, il y a quelquefois loin de la coupe aux lèvres. Ça se fait partout, vous savez, ça se fait partout en France quand même. Donc, je pense qu'il est temps qu'au niveau de notre agglomération, effectivement, on prenne tous conscience qu'il faut changer nos habitudes, y compris par rapport aux enjeux climatiques et environnementaux, parce qu'on sait que la circulation automobile, c'est aussi quand même de la pollution et c'est aussi des problèmes de santé publique qui sont posés par la suite. Parlons un petit peu du futur. Si vous êtes élu, vous avez deux familles de projets. Une famille qui consiste à transformer la ville et puis une autre à améliorer nos vies. Pour cette première famille, transformer la ville, quels sont les deux principaux projets de cette famille ? Moi, il y en a un dont je veux parler, c'est le projet de renouvellement urbain qui concerne les quartiers sud, les quartiers Saint-Chamond et le quartier nord-est, c'est-à-dire Rennes-Jeanne et Grange-d'Orel. Parce que c'est vrai que ce projet de renouvellement urbain, je m'y suis beaucoup attelée. J'y ai passé beaucoup de temps, mais qui était dans la définition en fait de ce que nous allions faire pour transformer ces quartiers. Et il est déjà en cours d'ailleurs, les travaux ont commencé. 2020, donc ils sont tout juste en démarrage, quoi. Voilà, c'est un programme qui est sur 2020-2030, avec un investissement de l'État sans précédent, 110 millions d'euros. Un engagement de la ville de 70 millions d'euros. Les bailleurs aussi qui se sont engagés, puisqu'on va faire à peu près 600 démolitions et reconstruction de logements, et qu'on va aussi à peu près rénover près de 2000 logements sociaux, donc ce qui est une véritable source d'amélioration de la qualité de vie pour les habitants qui se trouvent dans ces quartiers. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est qu'on est vraiment sur une transformation globale, puisqu'y compris la ville s'est engagée à rénover un certain nombre d'équipements publics. On a anticipé d'ailleurs ces rénovations, et par exemple, je voulais citer que sur le quartier Saint-Chamond, le stade nautique, la plaine des sports qui a été aménagée aussi depuis juillet dernier, et créent un élément de pôle en fait d'attractivité autour du sport loisir dans un quartier qui était quand même très enclavé, où on n'avait pas forcément l'habitude d'aller. Et identiquement, moi j'ai la volonté de créer un pôle culturel qui se situera dans les quartiers sud, donc avec la bibliothèque Jean-Louis Barrault qui va être totalement rénovée. Qui restera une bibliothèque quand même ? Oui, tout à fait. Oui. Enfin, c'est le projet avec une interrogation sur c'est quoi un projet de lecture publique en 2020. Mais oui, bien sûr que ça restera une bibliothèque avec un vrai lieu de vie culturel, avec des conférences qui seront organisées, avec des rencontres avec les écrivains, pour inciter aussi les habitants des autres quartiers à venir dans cette bibliothèque comme ils vont à la médiathèque Sécano. Et face à cette bibliothèque, donc moi je projette de créer un musée qui sera le muséum d'histoire naturelle de la ville d'Avignon, donc puisque le musée Requien qui se trouve en centre-ville est un peu à l'étroit. Il viendra donc s'ajouter à la bibliothèque et non pas la remplacer, parce que c'était il viendra se positionner face à la bibliothèque, donc en résonance en fait à la bibliothèque. Donc ça c'était le premier projet dont je voulais parler, parce qu'il va concerner 25 000 Avignonnais, c'est-à-dire près d'un Avignonnais sur 4, ce qui est majeur, et surtout parce que l'ambition qui a été donnée va permettre vraiment de ramener ces quartiers dans la dynamique de la ville, et va faire en sorte que à nouveau les Avignonnais reprennent l'habitude de se côtoyer, et qui est du vivre ensemble qui se crée notamment autour soit du pôle sportif par exemple de Saint-Chamond, soit du pôle culturel de la Rocade. Le deuxième grand projet que j'ai, c'est sur le centre-ville. On a déjà fait beaucoup d'opérations de requalification, rénovation en centre-ville pour essayer de l'apaiser, pour qu'on reprenne
plaisir à cheminer, à venir faire ses achats et fréquenter le centre-ville. Et donc là, le projet que j'ai, c'est la rénovation en fait du parvis de la gare Centre, qui elle, est déjà dans les tuyaux, si je peux m'exprimer ainsi, et surtout, du coup, la requalification de tout l'axe qui part du parvis de la gare Centre et qui remonte le long de la rue de la République jusqu'à la place de l'Horloge et la rue Saint-Agricole. Je pense qu'il y a une vraie attente. On s'est beaucoup occupé, pour ce qui nous concerne en tout cas, de la partie est du centre-ville, où on a mené 3 opérations de requalification majeures, quartier Saint-Didier, Trois-Faucons, quartier Léal, Bonneterie et quartier maintenant Carré-Carnot. Et je pense qu'il est important aussi cet axe qui est l'une des entrées importantes de la ville d'Avignon, qu'on puisse Vous pensez que ça va répondre complètement au souci des commerçants, les artisans du centre-ville qui voient leurs affaires diminuer ? Alors ça, c'est une contre-vérité, parce que vous savez que dans le centre-ville, on crée plus de commerces qu'il n'en disparaît. Donc c'était vrai l'an dernier, mais c'était pas vrai forcément les années d'avant. Si, mais donc moi j'ai les chiffres de 2019. Donc 2019, c'est 3 ouvertures. 2 ouvertures pour une fermeture, et en 2018, c'était 3 ouvertures pour une fermeture. Donc on est bien toujours sur cette dynamique positive, ce qui ne s'observe pas forcément dans tous les centres-villes, effectivement, des villes moyennes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que entre 2018 et 2019, il y a eu une diminution du nombre des locaux commerciaux vacants dans le centre historique d'Avignon. Donc je pense au contraire, moi, et c'est ce que me disent aussi les commerçants qui sont situés le long justement des axes ou des places qui ont été rénovées. Je rappelle, il y a quelques années, la rue des Trois-Faucons et la place Saint-Didier, de la vacance de locaux commerciaux, il y en avait. Aujourd'hui, on est à 0% de vacances sur cet axe. Donc moi, je crois à cette qualité de vie qu'on ramène au centre-ville. Et en plus, nous, on a un centre-ville qui a un atout majeur, qui est sa dimension patrimoniale, qui est exceptionnelle. Ça, personne ne pourra nous la voler. Et moi, ce que je dis, c'est appuyons-nous sur nos atouts. C'est ce que je dis aux commerçants, appuyons-nous sur nos atouts pour continuer à renforcer l'attractivité. On a travaillé aussi sur l'accessibilité du centre-ville, puisque je rappelle par exemple qu'on a diminué le tarif des parkings en ouvrage, dont on a repris la gestion publique, avec un tarif soirée maintenant qui commence à 19h et qui va jusqu'à 1h du matin. Pour 2 €, on peut laisser sa voiture en toute tranquillité dans ces parkings en ouvrage, Palais des Papes, Halles et Gare Centre, et ensuite aller soit au cinéma, soit au théâtre, soit au resto dans notre ville. Alors il ne nous reste plus que 4 minutes, on ne va pas pouvoir poser toutes les questions que je voulais poser. D'ailleurs, je vais en choisir une, mais qui tient à cœur à nos auditeurs, parce qu'on est quand même sur une radio chrétienne, ça concerne les festivités de Noël. Elles ont évolué durant votre mandat. Il y a eu le transport de la crèche à l'église des Célestins, il y a eu la suppression du marché de Noël, la configuration aussi des festivités a changé avec de nouvelles animations. Quel est votre feedback, votre retour d'expérience sur cette évolution de la célébration des fêtes de Noël à Avignon ? Donc moi je dirais que... Le marché de Noël en particulier. Non, mais nous, notre philosophie, ça a été de dire que les fêtes de Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Et donc moi, ma logique, et non pas forcément une fête consumériste. Donc moi, ma logique, c'était de ramener l'enfant au cœur de ces festivités de Noël, et notamment les enfants d'Avignon, et les enfants de tous les quartiers d'Avignon. C'est-à-dire, j'avais envie... Vous pensez y être parvenu ? Je pense, avec les activités que vous avez créées ? Avec les parades notamment lumineuses que nous faisons et que nous proposons gratuitement, parades lumineuses et féeriques. Est-ce que vous avez une espèce d'estimation de la fréquentation des gens ? Oui, on a fait cette estimation cette année. Je rappelle que outre ces parades, donc il y en a 3 qui sont proposées en gratuité, donc les différents samedis qui jalonnent le mois de décembre. On a positionné aussi donc une patinoire sur la place de l'Horloge avec une partie réservée aux ados et aux familles et une partie qui est réservée aux enfants. On a fait un village des lutins qui, lui, est positionné sur la place Saint-Jean-le-Vieux. Il y avait un parcours de découverte qui était positionné place Saint-Didier. À chaque fois, concernant la patinoire et le village des lutins, il y a des tickets gratuits qui sont donnés à tous les enfants des écoles d'Avignon. Et moi, ce que j'observe, oui, c'est que depuis 2-3 ans, on voit revenir les familles des quartiers d'Avignon et de tous les quartiers, à la fois bien sûr celles du centre-ville, mais aussi celles de Montfavet, du Pont des Deux Eaux, comme celles des quartiers populaires. Et moi, c'est ce qui me tenait à cœur. Voilà, j'avais envie de dire que Noël, c'est avant tout la fête des enfants. Mais avec ce principe qui consiste à dire que Noël est la fête des enfants, ça n'empêchait quand même pas de maintenir le marché de Noël, donc un peu de consumérisme à côté. Le marché de Noël, cette année, il y en a eu un. Il est porté par la Fédération des associations de commerçants. Donc moi, je pense que là, on est sur justement un partenariat qui me semble intelligent. Voilà. La Fédération des commerçants, elle s'occupe de l'animation commerçante du centre-ville. Elle est accompagnée d'ailleurs pour ça sur un certain nombre d'animations qui sont proposées tout au long de l'année. Je
par exemple la braderie du printemps et de l'automne, avec une aide qui est apportée par la ville à la fédération pour conduire cette proposition. Mais je pense, oui, que moi, l'argent qui n'est pas mis directement par la ville dans le marché de Noël, c'est aussi cet argent-là qui me permet de proposer de belles parades féeriques et lumineuses aux enfants et aux familles d'Avignon, et bien au-delà, parce que je pense qu'on a pu observer aussi qu'il y avait à nouveau des visiteurs de la grande région d'Avignon qui du coup prenaient plaisir à revenir au mois de décembre dans notre centre-ville. En tout cas, moi j'ai eu que des échos positifs sur cette édition 2019 de ces festivités de Noël. On restera donc sur votre satisfaction de la façon dont vous célébrez les festivités de Noël à Avignon. Merci Cécile L d'être venue au micro d'RCF Vaucluse dans le cadre de la campagne des municipales 2020. Je rappelle que l'émission est filmée, qu'on pourra la voir sur YouTube et la page Facebook de la radio, et elle est également podcastée sur le site rcf.fr. Merci à tous, au revoir. Au revoir.